Voilà pour ce documentaire ciné Annelise La fête de l'Hôtel que nous avons regardé ensemble avec nos invités, en particulier donc Jonas Benhamed. Rebonsoir. Vous êtes Bonsoir. comédien dans Plus belle la vie. Vous avez été remarqué comme étant le premier comédien trans de la série. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais une réaction comme ça, à chaud, sur ce documentaire. Est-ce que vous avez été choqué? Est-ce que ça vous inspire quelque chose de spontané? Je dirais dans l'ensemble, j'ai été assez stupéfait d'entendre ces histoires. Bien évidemment, autant d'histoires que de personnes, hein. Mais je vois à la fin quand même une certaine, j'ai envie de dire résilience. Ouais, certes, c'était mal avant, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être moi et c'est 1000 fois mieux et ça vaut 1000 fois plus que ce qu'il y avait avant, en fait. Il y a beaucoup de questions de jeunes rejetés par leurs parents. Ouais. C'est un problème que vous avez connu. Ouais. Est-ce qu'on est dans cette colère, on pardonne pas, ou est-ce qu'il y a d'autres issues? Quel est votre état d'esprit à vous par rapport à ça? Moi, je suis plus, je pense que le pardon, c'est assez difficile de conceptualiser ce terme-là. Parce qu'on n'oublie jamais rien, on vit avec. Mais justement, le but du jeu, c'est d'apprendre à vivre avec. Et justement, d'apprendre à comprendre aussi. On demande la compréhension pour soi, mais il faut aussi apprendre à... Et ben, les autres aussi ont besoin de comprendre, de prendre du temps. Et c'est pour ça que moi, non, j'en veux pas à mes parents. J'ai l'impression de voir Dimitri. Je vais expliquer ce que je veux dire par là, et après, évidemment, je vous présenterai les autres invités. Dimitri, c'est le personnage que vous jouez dans Plus belle la vie, Ouais. qui est très comme ça, hein, très pédagogue et très ouvert. On va voir un petit extrait pour vous situer. Regardez. Bonjour. Vous êtes le papa d'Antoine? Oui, bonjour. Dimitri, enchanté. Vous êtes la belle-mère? Oui. Antoine me parlait de vous. Ah, c'est mignon. Vous prenez quelque chose? Non, merci, c'est gentil. C'est super que vous ayez accepté de me rencontrer. Vous avez un fils très courageux. Puis c'est important que vous le souteniez dans sa démarche. Ouais, enfin, pour l'instant, surtout qu'on essaye de comprendre Clara. Oui, Antoine, pardon. C'est normal de se mélanger au début. Surtout que vous, au moins, vous le faites pas exprès. C'est-à-dire? Bah, disons que tous les parents ne sont pas aussi bienveillants que vous. J'ai pas mal morflé de ce côté-là. Vos parents n'ont pas accepté votre dysphorie de genre? Et du coup, bah, ils faisaient exprès de m'appeler par mon prénom de fille, forcer à mettre des robes, ce genre de choses. D'ailleurs, c'était quoi votre prénom Enfin, votre ancien prénom? Aurélie, je vous le dis à vous parce que vous êtes curieux et que je peux le comprendre. Mais d'habitude, on évite de parler de notre dead name. Dead name. Notre ancien prénom, c'est une part de nous-mêmes qu'on laisse derrière nous, histoire de tourner la page. C'est plutôt radical, hein. Voilà, alors juste encore un petit mot sur Plus belle la vie. Vous êtes retrouvé dans cette série quasiment sur un coup de colère, hein. Non, c'est pas un coup de colère. Les médias disent beaucoup ça. Non, c'est Ouais. pas un coup de colère, c'est plutôt un coup de speed, je dirais, que je me suis dit, allez, tente le truc. J'ai vu une annonce sur un groupe de garçons trans, un groupe privé, Facebook. Et bah, c'est vrai que la première pensée que j'ai eue, c'était, oulala, les termes sont maladroits. C'est-à-dire que la production cherchait quelqu'un dans votre style, en tout cas avec votre histoire, si possible. Ils en savaient trop rien, si j'ai bien compris. Oui, oui. La façon de l'exprimer vous a pas plu et vous les avez même un petit peu, comment dirais-je, vous leur avez appris Ça, certaines choses. ça, Comme à c'est moi bien d'ailleurs, plus depuis qu'on tard. prépare cette émission. D'abord, je me suis dit, va postuler, parce que c'est peut-être l'occasion justement d'éduquer la télé Ouais. à ça, et moi, de me donner une visibilité que j'aurais pas pu avoir tout seul derrière mon portable à tourner pour YouTube. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est une bonne occasion. Et déjà, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien plus informés que ce que je pensais. Ouais. Mais en revanche, bien évidemment, c'est pas parce qu'ils sont informés, ils sont pas du milieu, donc ils peuvent pas. On peut pas tout comprendre, on peut pas tout connaître du moment qu'on le vit pas. Donc je leur ai apporté les éléments que moi que j'avais, C'est vrai. même si déjà eux-mêmes avaient Travailler pris le les sujet. devants, ouais, carrément pour. Ils ont rencontré pas mal de personnes à ce sujet, justement pour étoffer un peu leurs connaissances et surtout pas faire de bêtises. Alors, je vais certainement en faire, hein, je le dis tout de suite à nos invités. On a travaillé effectivement, préparé tous ensemble cette émission. Il y a beaucoup de termes à connaître. Il y a un monde qu'on ne connaît pas forcément. D'ailleurs, quand on s'y plonge, c'est passionnant. Et c'est pour ça que je vous ai invité, c'est pour m'aider. Et n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises. Avec nous, il y a Juliette Coupé. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association SOS Homophobie. On va faire passer évidemment les coordonnées des sites internet, c'est très important. Vous éditez dans cette association ce rapport, je le montre vite fait, mais on va le détailler dans un instant. Ce rapport tous les ans qui permet, voilà, le rapport sur l'homophobie qui permet de savoir où on en est, notamment des actes homophobes. Et vous allez voir que c'est
c'est pas génial. On va y revenir, ça s'est pas beaucoup amélioré. En face de vous, il y a Julie de Arrojo, qui fait partie du Refuge. Vous avez d'ailleurs participé à la préparation du documentaire qu'on vient de voir. Julie, vous nous expliquerez comment fonctionne le Refuge dans un instant. Entre autres, évidemment, vous avez le droit de vous exprimer quand vous le souhaitez tout au long de cette discussion. Et j'ai demandé à Roméo Isard d'être avec nous. Bonsoir Roméo. Bonsoir. Vous êtes étudiant. Alors exactement, votre master, c'est Mathilda, Histoire des femmes et du genre. Voilà, très important. On a eu une conversation et j'aimerais bien que tout le public en profite. Vous allez un petit peu essayer de nous aider à nous y retrouver par rapport à l'histoire, même française, on peut le dire comme ça, l'histoire de France, et tous ces sujets. Et on risque d'être surpris avec vos interventions. Mais d'abord, si vous voulez bien, on reviendra tout à l'heure sur ce qui est possible de faire pour améliorer la situation, faire passer des messages positifs comme le fait Jeunesse. Avant cela, on va faire un petit constat, un état des lieux avec vous, notamment Juliette, et ce rapport. Et on va le voir, comme je le disais, c'est pas génial. Alors d'abord, les définitions, c'est important, Roméo, peut-être que vous allez aussi pouvoir nous aider. Par exemple, LGBT, c'est ce qu'on entend souvent dans ces sujets, et on dit même maintenant LGBTI. Donc on voit là à quoi correspondent ces lettres, vous le savez mieux que moi, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexe, ce sont les initiales de ces mots-là. Jusque-là, j'ai bon. C'est ça. Par exemple, je ne suis pas sûr que tout le monde sait ce que veut dire intersexe, Roméo. Intersexe, c'est quand une... je pense qu'il faut parler déjà peut-être de genre. Ouais. Le genre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a eu des débats en France assez passionnés. Le genre, c'est une manière d'analyser le monde et d'analyser les rapports entre les femmes et les hommes. Et de voir que notre société est normée, comme dans le documentaire il est expliqué, et qu'il y a deux catégories qui sont définies, femmes et hommes. Et en fait, on se rend compte quand on étudie un peu ça qu'il est très difficile de définir en fait ce que peut être une femme ou ce que peut être un homme, et que même biologiquement, c'est impossible de définir exactement ce que c'est qu'une femme ou ce que c'est un homme. Quand vous dites ça, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui bondissent dans leur fauteuil. Et donc, Oui. pour vous dire, moi, je sais très bien ce que c'est un homme, très bien ce que c'est une femme. Oui, mais par exemple, intersexe, c'est des catégories de personnes, en fait, où il est très difficile de définir un genre, donc féminin ou masculin, et on se rend compte que c'est pas forcément une minorité de personnes, en fait. Ça représente pratiquement plus de 10% en fait, des personnes en Europe, par exemple, pour les statistiques européennes, qui sont intersexes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir clairement si ces personnes sont des hommes ou des femmes. Et puis, en fait, ce n'est pas très grave de leur définir un genre. Et on peut vivre même en étant intersexe et en ne le sachant pas. Et tant qu'on est là, pourquoi il faut définir ces normes? D'où ça vient? Est-ce que finalement, on est obligé de le faire? Ah non, c'est la société, c'est les institutions, c'est la culture qui définit tout ça. Juliette? Le corps médical aussi. Le corps La médical. naissance, Par exemple, au XIXe siècle, c'est le corps médical qui va définir des nouvelles catégories de sexualité. Homosexualité, par exemple. Hétérosexualité, c'était aussi c'est un mot qui a été inventé par le corps médical et qui considérait même que c'était une maladie jusqu'au début du XXe siècle. L'hétérosexualité, c'était une sexualité morbide, c'est-à-dire une sexualité entre un homme et une femme qui n'était pas faite pour produire des enfants. Voilà. Très bien, bon, on va s'arrêter là pour l'instant, mais je sais que vous en avez encore sous le pied. Juliette, on regarde ces chiffres, Oui. si vous voulez bien. Et d'abord, ce que vous dénoncez fortement, c'est la hausse des actes homophobes. Alors, je dis homophobe, pardon, on devrait dire LGBT-phobe, c'est ça, Oui. Roméo? Vous me reprenez quand vous voulez. En tout cas, ces agressions, et quand je dis agression, c'est encore très varié aussi. On va déjà regarder où est cette hausse. Elle est notamment due, elle a été constatée l'année dernière. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on voit là, plus 19,5%, c'est par rapport à l'année dernière. Oui. C'est le dernier rapport que vous avez établi. Et on parle de témoignages, c'est ça, c'est ce que vous recueillez? C'est ça, c'est une hausse des témoignages. Donc le rapport 2017 présente les témoignages qu'on a reçus donc à travers notre ligne d'écoute, où on a un numéro de téléphone où on reçoit des appels de personnes qui sont soit victimes d'actes homophobes, LGBT-phobes du coup. Et donc entre 2015 et 2016, on a une hausse de 20% qui correspond au nombre du coup de témoignages que l'on a reçus. En partie dans ces témoignages, on a également du coup d'autres chiffres à analyser. À travers ce rapport, on observe notamment une augmentation de 45% des agressions physiques sur les personnes LGBT dans les lieux publics. Il faut savoir aujourd'hui qu'une personne LGBT se fait agresser physiquement tous les 3 jours. Donc, C'est énorme. en France, en 2016. Et ce chiffre... Juste pourquoi une hausse là récente en fait, l'année dernière?
Et L'année je crois que le dernière, futur ouais. rapport qui va sortir Ouais. confirme la hausse, c'est ça? Les chiffres vont sortir du coup le 17 mai 2018, qui correspondront du coup aux témoignages qu'on a reçus au cours de l'année 2017. On voit bien que ce chiffre sur les agressions physiques, par exemple, il n'a jamais diminué depuis 10 ans. Donc il y a des années où il est peut-être un peu plus stable. En tout cas, la banalisation des discours qu'on peut entendre parfois qui provoquent de la haine, ça légitime ces actes homophobes, LGBT-phobes. Et même s'il y a eu effectivement le mariage pour tous, l'adoption pour tous, on a pu voir dans le reportage que le coming out est quand même toujours quelque chose de très Alors, difficile. le coming out, c'est quand on l'a vu un petit Voilà. peu dans le doc. Oui, bien sûr. C'est quand on sort les gens du placard, hein, texto, c'est ça? Voilà, sortir du C'est-à-dire qu'on- placard, on c'est déclare. on accepte ou en tout cas on le diffuse notre propre orientation sexuelle. Et on voit dans les reportages et même dans les témoignages que l'on reçoit que c'est encore quelque chose de très difficile. Et malgré les avancées qu'il y a pu avoir ces dernières années, on vient de célébrer les 5 ans du mariage pour tous, le problème de ces avancées, c'est qu'elles génèrent toujours une parole. On a pu le voir à l'époque du mariage pour tous où le rapport était Oui, on malheureusement le voit là, hein. bien plus épais. C'est-à-dire Voilà. 2013, Voilà, la grosse 2013, cause, c'est le mariage exactement. pour tous. On a eu un pic de témoignages donc, qui fait écho en fait, au débat qu'on entendait beaucoup à la télé. Donc, la parole homophobe, elle s'est libérée d'un côté, où malheureusement, ces paroles homophobes ont fait suite à différentes violences. Ça peut être des violences verbales ou des violences physiques. Parce qu'il y a une chose qu'il faut préciser, on parle d'homophobie depuis le début. D'ailleurs, Mhm. j'ai fait préparer une définition de l'homophobie. J'ai vu que sur votre site, elle est un peu différente. Mhm. Jonas, qui a vu la définition juste avant l'émission, me l'a fait corriger. D'accord. Et on va expliquer pourquoi. Il a eu raison. Donc, regardez, moi, on va le voir. Hein, voilà comment on l'a défini. C'est une des façons de le faire. L'homophobie, aversion au rejet de l'homosexualité, plus généralement, toute attitude hostile de manière avouée ou non envers les homosexuels, les gays, les lesbiennes, les bisexuels. Mhm. Moi, j'avais rajouté dans cette définition, j'avais trouvé les transsexuels. C'est ça, mon erreur. Jonas, vous m'avez dit non. C'est pas de l'homophobie. La transphobie. C'est pour C'est ça la qu'on parle de transphobie. LGBT-phobie, puisque c'est peut-être plus difficile à dire. Le rapport s'appelle le rapport sur l'homophobie, mais ça concerne vraiment les témoignages qu'on reçoit de toutes les personnes, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexués, queer. Ça fait vraiment écho au spectre entier, puisque les témoignages sont très variés. Après, voilà, ces témoignages, il y a effectivement énormément de personnes trans qui nous appellent. Sur les personnes trans, là, on avait 20% d'augmentation sur les témoignages en général. Les personnes trans, on est autour de 75%, il me semble, d'augmentation de témoignages. On va voir Les personnes plus de détails. témoignent Juste un mot là-dessus. Ce qui rapproche les deux sujets, c'est simplement le rejet. C'est-à-dire que les gens font un amalgame, c'est ça? Oui, bien souvent. Mhm. Sur la sexualité et le genre. Mhm. Alors que j'ai changé de genre aux yeux de la société, même si pour moi mon genre a toujours été le même. C'est la société qui veut que je change de genre. Mais en attendant, ma sexualité n'a pas changé. Mon Et elle est pas orientation de sexuelle, oui, pas je du dis tout. Je me permets. Oui, C'est complètement déplacé. mais ça, elle n'a pas changé. Mon orientation sexuelle n'a pas changé du tout. Mhm. C'est l'amalgame qu'on fait le plus souvent. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme LGBT, parce que du coup, ça regroupe avec les minorités sexuelles. Mais en attendant, c'est bien de regrouper les minorités pour qu'elles aient plus de poids. Mhm. Donc c'est un peu controversé et paradoxal dans ma L'important, tête. c'est déjà de bien en parler, c'est déjà pas mal. On va voir ce qu'on appelle les circonstances. Hein. C'est pareil, c'est les contextes en fait. Voilà. Mhm. Ça fait partie des chiffres que vous publiez et qui sortent de vos témoignages. Et on se rend compte que Internet a un grand rôle à jouer. On va bien regarder parce qu'il y a beaucoup évidemment de cas différents. Mais Énormément. la plus grosse partie, c'est Internet. 22%, ça veut dire que c'est là que ça, entre guillemets, que ça se lâche le plus. Hein, les C'est agressions. effectivement, Internet d'année en année, on voit une augmentation. Après, ce qu'il faut regarder 15% à la famille. Ouais, ce qu'il faut regarder aussi, c'est surtout sur le quotidien, puisque finalement, si on ajoute la famille, les lieux publics, le travail, le voisinage, le commerce, qui sont toutes les occasions dans lesquelles on vit notre vie quotidienne, finalement, ces personnes, ces victimes sont complètement encerclées. Il n'y a vraiment aucun répit, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, lorsqu'on fait nos courses, lorsqu'on est dans la rue. Tous les lieux sont vraiment... On reçoit des témoignages sur la majeure partie de tout ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne. Julie, vous qui donc, vous occupez du refuge dans cette association dont il a été aussi beaucoup question dans le documentaire, vous voyez les jeunes arriver, exclus par leurs parents, c'est essentiellement ces 15% d'homophobie
au sein de la famille que vous voyez arriver, en fait, c'est ça? Oui, nous, concrètement, on récupère en fait ces jeunes qui subissent l'homophobie ou la transphobie également et qui arrivent au refuge. Mais c'est aussi, je dis toujours qu'il n'y a pas un problème, une solution. C'est-à-dire que on le voit bien qu'il n'y a pas forcément uniquement la famille qui va faire que ce jeune va se retrouver à la rue, puisque ce jeune, il a grandi dans une société où les médias, où l'école, où l'entourage, ou dans les commerces, on va lui renvoyer une image. Et c'est ces représentations qui vont faire aussi que la famille va en arriver à exclure le jeune de son domicile. Et donc, c'est important de toujours prendre en compte les différentes causes et les différents impacts que peuvent avoir notre société, notre fonctionnement dans le rejet du jeune. C'est-à-dire que certes, il y a 15% qui sont des témoignages liés à un problème au sein de la famille, mais c'est pas unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres choses qui vont jouer dans cette homophobie. Est-ce que vous avez senti la montée des cas Internet, j'ai envie d'appeler ça comme ça, des homophobies qui s'expriment sur le réseau? Est-ce que ça, vous avez senti un changement par rapport à ça? Nous, directement, pas forcément, mais on le sent en tout cas, par exemple, quand on entend Mehdi Pardon. C'est pas grave, c'est le Quand micro, on c'est des entend choses qui Mehdi arrivent. qui nous parle en tant qu'ancien jeune hébergé de la haine qui monte et lorsqu'il dénonce des cas d'homophobie sur les réseaux sociaux, de voir l'ensemble des témoignages qu'il peut recevoir, que ce soit de soutien ou de haine essentiellement, des menaces de mort. Et nos jeunes sont confrontés aussi à ces difficultés, au-delà d'avoir les parents qui les soutiennent pas forcément. C'est aussi du harcèlement sur Internet qui n'existait pas auparavant. Et on le voit aussi dans les interventions au milieu scolaire, c'est-à-dire qu'on intervient pour faire de la sensibilisation dans les collèges ou dans les lycées. Et c'est des remarques qui reviennent souvent, des jeunes qui sont pas forcément victimes d'homophobie dans la cour, mais qui sont victimes sur les réseaux sociaux. Et c'est donc plus facile aussi à identifier, parce qu'on est caché derrière un ordinateur. Quels sont les publics les plus touchés, selon vos connaissances? C'est plutôt les jeunes, les plus victimes de ces actes homophobes? Plutôt les jeunes, c'est ça? C'est plutôt tout âge. Après, au niveau démographique, on voit qu'il y a 45% des témoignages que l'on reçoit qui sont hors de l'Île-de-France. Donc, c'est pas un phénomène, on a pu le voir aussi à travers le reportage, c'est pas un phénomène qui n'arrive que dans les grandes villes ou que dans l'agglomération parisienne, dans la région parisienne. C'est vraiment étendu sur la France entière. Au niveau des genres, les hommes sont, on le voit aussi dans le reportage, où malheureusement, ou peut-être heureusement, puisque c'est pas forcément des histoires faciles, mais on n'a pas vu de témoignages de femmes, mais les hommes sont à 57%, on reçoit plus de témoignages d'hommes que de femmes. Le psychiatre ou psychologue l'a un peu évoqué aussi ce sujet, où finalement l'homophobie, elle prend ses racines dans le sexisme, et le fait que l'homme, aujourd'hui, dans notre société, il a un certain rôle, et en tout cas, dans une société sexiste, les stéréotypes qui sont associés à un homme homosexuel ne correspondent pas forcément à l'image que la société se fait de l'homme. Et tous ces stéréotypes vont dans le sens où les insultes, et on le voit également, le refuge également, mais quand on discute avec les jeunes, les collèges, les collégiens et les lycéens, quand on leur demande les insultes qu'ils connaissent, finalement, toutes les insultes sont en majeure partie à direction des hommes homosexuels et non des femmes ou des personnes bisexuelles. Et ces insultes sont la plupart du temps des noms féminins. Dans la société sexiste, on essaie de dévaloriser l'homme et on le ramène du coup à un être plus faible qui est censé être la femme. C'est une constante dans l'histoire, ça? Non, justement, ça a changé. C'est-à-dire? C'est pour ça que c'est bien l'histoire, en fait. C'est justement, on arrive à montrer qu'il y a eu des évolutions dans la société et que ces évolutions, elles sont construites par des lois, parfois par des choix politiques, et que du coup, ça peut changer. Et donc, si ça peut changer, il faut se battre pour que ça puisse changer. Ça veut dire que, dans votre raisonnement, l'homosexualité a été créée par les politiques, et donc le rejet de l'homosexualité aussi? À un moment donné, par des décisions politiques, en tout cas? C'est assez compliqué, il faut relire Michel Foucault, il faut relire l'histoire de la sexualité, c'est-à-dire qu'il y a des institutions, des médecins qui à un moment s'emparent de ces questions-là, considèrent que certaines pratiques sexuelles sont dans la norme, d'autres sont hors norme. À quelle époque? 19e siècle. Toujours. Et donc, à partir de là, il y a une construction politique qui est mise en place. Il y a des règles, des lois. Et donc, on en arrive à la pénalisation, par exemple, de l'homosexualité par le régime de Vichy en 1942.
On en arrive au contrôle de la contraception et de l'avortement en 1920-1923 qui contrôle les sexualités des femmes. Toutes les sexualités qui ne sont pas des sexualités pour se reproduire sont des sexualités qui sont hors normes dans une société hétéronormée et patriarcale. Ce qui veut dire, on a bien compris, que toute la culture qu'on a aujourd'hui, en tout cas en grande partie, parce que les choses, on essaye de faire bouger les choses, mais toute la culture dont on a hérité vient de là, pas plus loin. Et c'est ce qui fait tous ces blocages et ces agressions. En partie, oui. C'est culturel. Donc, ça a été construit. Mais donc, ça veut dire qu'on peut aussi changer les choses si ça a été construit. Ça veut dire qu'on peut aussi faire d'autres choix politiques. On peut aussi faire d'autres choix médiatiques. Médiatiques. Parce qu'on l'a vu dans le représentation. Dans le contexte, Juliette, il y a beaucoup les médias aussi. Je crois que c'est 4-5% quand même. Oui, bah oui. Qui sont des cas dans lesquels ont lieu ou des propos ou même des agressions, enfin des choses qui devraient plus avoir lieu depuis longtemps. Alors je vois qu'on revienne sur la violence de certaines agressions homophobes. Des témoignages, il y en a beaucoup sur votre site par exemple SOS Homophobie, où on voit, faut le rappeler, que c'est parfois cela correspond à des condamnations, et heureusement, parce que évidemment c'est un délit, hein. On va le rappeler peut-être quand même. Oui, bien sûr. C'est puni par de la prison. C'est puni par de la prison, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc ça, c'est des circonstances aggravantes en plus de l'acte pour lequel la personne est jugée. Mais on a des exemples de plus en plus concrets, ou même dans notre entourage proche, où là dernièrement sur la région lyonnaise, il y a énormément d'hommes qui se font agresser en sortant des lieux festifs, en soirée, en pleine nuit, où ils se font tabasser en rentrant chez eux. On a pu voir une femme dernièrement qui a insulté et menacé de mort un couple homosexuel qui a été condamné à la caisse d'un supermarché, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Donc c'est des cas concrets, ça peut être des violences verbales, ça peut être des menaces de mort. Revoyons cet extrait du documentaire. Là, c'est Chloé qui parle, donc on parle de transphobie, mais elle se fait même agresser par son frère. Oui. Et c'est assez violent. On écoute. J'étais dans ma chambre, toute seule, j'ai rien fait. Et il m'a rué de coups, sans aucune raison. Il m'a claqué la tête dans le mur et il m'a mis des coups de poing, il m'a tapé dessus alors que j'étais à terre. Et j'ai eu tellement la rage, j'étais tellement énervé que j'ai pas senti la douleur en fait. Et quand il est descendu, j'ai ouvert la porte en disant « T'as pas tapé fort, tu peux recommencer ?» Parce que je voulais porter plainte. Je voulais avoir des coups, je voulais avoir des preuves pour montrer. Julie, ça, vous le voyez aussi, des jeunes qui ont subi des violences au sein même de leur famille ? Oui, bien sûr, et c'est généralement pour ça qu'ils arrivent au refuge. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive au refuge, c'est parce qu'il est en situation soit d'errance et donc sans domicile, ou alors parce qu'il est en danger et qu'il est encore dans son domicile familial. Et donc, typiquement, le cas de Chloé, c'est ça. C'est qu'elle contacte le refuge alors qu'elle a encore un toit, mais qu'il est dangereux pour sa sécurité. Et donc, dans ces cas-là, c'est des jeunes qui arrivent, qui sont très fragilisés, et qui sont, on en parle aussi dans le documentaire, dans le cas de, c'est pas forcément le cas de Chloé, mais qui sont aussi dans une phase d'homophobie intériorisée ou de transphobie intériorisée, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été rabaissés qu'ils n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes. On leur a tellement dit que c'était des personnes anormales et différentes et qu'elles n'avaient pas le mérite d'exister, qu'elles finissent par se persuader elles-mêmes qu'elles ne feraient mieux pas être sur Terre. Donc il y a tout un travail à faire lorsque les jeunes arrivent au refuge sur la reconstruction, l'estime de soi, sur redonner confiance et puis leur montrer que tout est normal, au contraire. Et bon, j'aime pas utiliser ce mot normal, mais c'est quand même parce qu'il y a une norme qu'il y a aussi ce qu'on appelle des déviances et donc des personnes qui sont considérées comme hors normes et différentes, qu'il y a des refuges en France et des agressions homophobes et tout ça. Alors on va retourner un petit peu dans ce rapport de SOS Homophobie pour voir un dernier graphique qui caractérise le type d'agression, de manifestation LGBT-phobe, voilà, comme vous l'appelez. Et on voit que ce que subissent ces gens, c'est essentiellement un rejet, une ignorance, 58%, des insultes, 45%, évidemment de la discrimination. Alors il y a le choix, hein, il y a du licenciement même. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on constate. Et alors que vous le disiez, pas forcément dans des grandes villes. C'est-à-dire que tout le monde subit ça, Non, quelles que soient les zones du territoire. Oui, c'est sur la France entière et c'est aussi tous les milieux sociaux. Tout à l'heure, la femme qui témoignait le disait, même si certaines personnes sont nées dans des familles aimantes avec des parents qui ne sont pas divorcés, des parents divorcés, que le père soit mort quand les personnes étaient jeunes ou que la famille
soit ce qu'on peut appeler une famille, en tout cas hétéronormée, dans une société en tout cas hétéronormée, ces personnes peuvent avoir cette expérience de rejet et d'insulte, quel que soit le milieu social, la situation géographique et la classe sociale dans laquelle la personne va être éduquée et va évoluer. Qu'est-ce qu'on dit, Jonas, à des gens qui subissent ce genre de rejet? Vous qui êtes un éternel optimiste et vous avez beaucoup positivé malgré toutes ces violences qu'on vient de voir, tous ces chiffres, comment on fait pour rester positif quand vous en entendez parler, quand on vous en raconte? Qu'est-ce que vous leur dites? Que penser positif attire le positif. Et c'est vrai. Mais ça suffit? Bah, bien C'est sûr parfois que très non. violent, vous savez. Bien sûr que non, c'est utopiste que de dire que ça suffirait. Mais ouais, j'essaie de donner l'espoir et justement, rien qu'en existant, de dire ouais, ça a été très compliqué à un moment donné, mais regardez aujourd'hui. Parce que, alors vous êtes très modeste, mais dans votre cas, vous avez subi parfois ces rejets ou ce genre d'actes, et en plus, vous deviez vous-même être physiquement fort, vous avez fait tout un parcours difficile, et vous avez mené de front les deux choses. Donc c'est vrai, bon, vous êtes un tout petit peu exceptionnel dans ce cas-là, parce qu'il faut vraiment avoir un moral d'acier pour surmonter toutes ces épreuves. Mais alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que bah oui, bien entendu, c'est pas évident de traverser tout ça, mais je pense que au plus la transition avance pour un homme trans du coup, plus c'est facile. Alors oui, j'ai Pourquoi c'est subi, plus facile? j'ai subi des actes transphobes, Ouais. mais avant le traitement hormonal par exemple, qui est la première étape, mais qui est l'étape qui masque un peu l'histoire au final. Physiquement, si je vous le dis pas, vous le savez pas. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence avec les hommes trans et les femmes trans, c'est que plus la transition avance et plus les actes transphobes, la discrimination en général, elle s'éteint. Et ça, ben, ça se passe pas forcément pour les femmes. Même, j'ai envie de dire, rarement pour les femmes. Les femmes trans, bien au contraire, plus la transition avance et je crois plus c'est difficile pour elles. Et donc, c'est pour ça que c'est plus difficile à dire à une femme trans, t'inquiète pas, ça va aller, qu'un homme. Mais pour autant, j'ai envie de leur dire, faut pas s'empêcher de vivre. Pour qui, pourquoi, comment? Enfin, t'es malheureuse ou t'es malheureux en t'empêchant de vivre. Enfin, comme j'avais dit une fois récemment à un jeune garçon trans qui est venu me parler suite au passage télé, il m'a dit, je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de me séparer de ma famille. Je lui ai dit, tu sais, j'ai pensé pareil que toi, mais je suis arrivé à un stade où je préfère exister seul plutôt que de mourir en famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, le message est passé. Alors j'ai une dernière question pour Romain, par rapport à, puisqu'on parle un petit peu de transphobie, on a l'impression que ces transitions, ce qu'a vécu Jonas et bien d'autres, on en parle plus maintenant. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce qu'il y a eu une évolution de ce côté-là? Il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que... Je vous ai appelé Romain, c'est Roméo. Hein. Oui, C'est ça. c'est l'émotion, ce qu'a dit Jonas. Aujourd'hui, dans les années 70, c'est le début des traitements qui commencent à être possibles. Et il y a aussi un début de prise en compte. Enfin, les militants commencent aussi à... Un soutien militant dans Oui, ces à prendre démarches-là? en compte ces démarches. Et il y a des groupes de militantes mythiques dans les années 70 qui s'appellent les Gasolines, par exemple, qui vont aussi s'emparer de ces thématiques, qui vont justement, elles n'ont pas forcément un discours très, très politisé, parce que dans les années 70, c'est des discours quand même parfois assez gauchistes, issus des mouvements de 68. Et les Gasolines, elles se démarquent un peu de ces régimes politiques pour plus mettre en avant la fête et juste vivre en fait, et juste s'exprimer. Et voilà, elles sont comme ça et elles avancent. Les Gasolines, c'est sympa comme... Mais moi, je tiens à dire que ça a toujours existé. Ouais. La Ça a toujours existé. On a un exemple en France, le Chevalier d'Éon, tout simplement, si on veut parler histoire française, où récemment, il y a une petite vidéo de France Info qui tourne pas mal sur les réseaux, sur les Amérindiens, qui appelaient ça les êtres aux deux esprits. Et justement, soit ils n'avaient pas de genre, hommes et femmes, et justement, ils étaient très considérés parce que justement, ils pouvaient être, j'ai envie de dire, pas contribuer tout simplement à la société, mais que ça soit d'un point de vue
je dis d'un point de vue, hein, d'un point de vue homme ou d'un point de vue femme, ils pouvaient assurer les tâches à la maison comme les tâches masculines. Attention, c'est une image. Mais justement, ces personnes-là, comme elles étaient multitâches, en quelque sorte, au vu de la société, elles étaient très respectées. Et c'est en ça qu'on voit que l'homme blanc arrive avec sa culture et dit ah non, soit t'es homme, soit t'es femme, et t'es né homme, t'es né femme, tu changeras pas, point. C'est en ça qu'on voit que l'histoire change, justement, 15e, 16e, 17e, jusqu'au 19e siècle, pour arriver à une société un peu bancale sur les images de genre, de vie, j'ai envie de dire, tout simplement. On juxtapose souvent normal à différent, mais en fait, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a traditionnel et original. Si on reste à opposition à traditionnel, attention. C'est bien de mettre des mots sur ces choses-là. On va revenir sur maintenant ce qui est capable, ce qu'il est possible de faire. Alors, on a parlé un peu des médias, on a parlé de Plus belle la vie. On va expliquer ce que fait Roméo en ce moment depuis quelques temps, qui aide aussi le sujet, et puis vos deux associations, et notamment le refuge. Alors, pour revenir à ces jeunes qui arrivent au refuge, on va revoir cet exemple de Dorian, la manière assez, encore une fois, violente avec laquelle il a dû quitter son domicile familial. Regardez. Quelque chose que j'ai très mal vécu. À 16 ans, j'avais attrapé une petite MST, qu'il fallait faire une intervention chirurgicale, tout ça. Et le médecin annonce carrément à ma mère « Votre fils a eu des rapports homosexuels ». Donc c'est comme ça qu'il a été contaminé, enfin qu'il a eu cette MST. Et c'est comme ça que ma mère a appris mon homosexualité. Donc c'est pas très cool, quoi. Donc on sort de l'hôpital, on s'en prend... dès que tu as 18 ans, tu te casses de la maison, tu vas vivre ta vie de tapette, tu aurais dû crever à la place de ton père. Des choses comme ça, quoi. Voilà, lui, il est très très sympa, hein, Dorian, mais ce qu'il raconte, c'est loin d'être sympa. Ouais. Et ça, donc, c'est le quotidien du refuge. Exactement, c'est que malheureusement, on ne s'habitue pas à ce genre d'histoire. Après, en tant que bénévole, nous, on n'est pas amenés à connaître l'histoire des jeunes. C'est-à-dire que c'est un parti pris de se dire que nous, on prend les jeunes avec leurs histoires, mais sans les juger. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils vont Alors, pouvoir racontez-nous comment ça se passe. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc les jeunes en fait prennent contact avec le refuge par l'intermédiaire de la ligne d'urgence. Donc c'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24. Et puis ils sont en contact du coup avec une personne qui est là pour les écouter. Et puis en fonction de l'urgence de la situation et des places disponibles, les jeunes sont, on va dire, affectés à des délégations en France, puisqu'il y a 18 délégations aujourd'hui en France. Et généralement, c'est des jeunes qui souhaitent aussi parfois quitter leur région natale. Donc, c'est des jeunes qu'éventuellement vous allez loger, parce que vous les logez, C'est ça. dans d'autres régions que la leur. Oui, exactement. Par sécurité, c'est ça? Parfois par sécurité, parfois c'est simplement une question logistique par rapport au nombre de places qu'on a et qui est disponible, mais c'est aussi une sécurité pour certains et certaines, puisque les menaces de mort ou les recherches des jeunes lorsqu'ils sont découverts comme homosexuels ou transsexuels peuvent mettre en cause leur intégrité physique, et donc dans ces cas-là, il est mieux de quitter leur région d'origine aussi pour pouvoir se reconstruire dans un autre environnement et dans un nouvel environnement pour prendre un nouveau départ tout simplement. Alors, combien de temps il reste pour parler de reconstruction? Oui. Combien de temps il reste? Alors au refuge en moyenne c'est 6 mois à 1 an. En fait, du coup, on est une structure d'accompagnement et d'hébergement, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes homosexuels ou transsexuels qui ont été exclus du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle ou identité. L'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir un toit, d'être en sécurité, de se reconstruire et d'être accompagnés vers l'autonomie. C'est vraiment la démarche du refuge, c'est de permettre à ces jeunes de redevenir autonomes à travers un accompagnement multiple. Et donc, ça passe par de l'écoute, par un travailleur social qui est là au quotidien avec les jeunes, par des suivis psychologiques, mais aussi par un accompagnement au quotidien sur des choses qui peuvent paraître bêtes, mais un jeune qui ne sait pas faire une machine à laver ou utiliser, savoir trier les choses dans le frigo pour pas que ça reste périmé, ou de comment on règle le chauffage pour faire en sorte qu'on n'ait pas des factures d'électricité à la fin du mois. C'est des choses très bêtes, mais qui sont nécessaires pour pouvoir vivre de manière autonome et indépendante. Moi, je suis venu vous voir au refuge à Lyon.
Donc, par exemple, il y a du matériel, il y a des ordinateurs, il y a des accompagnants, il y a un lieu convivial très simple, hein, des canapés où on peut discuter. D'ailleurs, quand j'étais là, il y a des jeunes qui sont arrivés pour discuter. Donc, c'est quoi? C'est des bénévoles qui viennent leur apprendre à la vie et puis à pouvoir échanger leurs problèmes, c'est ça? C'est ça, en fait, il y a des permanences, il y a des ateliers, donc il y a un cadre qui est posé aussi à ces jeunes qui sont passés par des situations où justement ils n'avaient pas forcément de cadre. Quand on est à la rue, c'est compliqué de pouvoir du jour au lendemain aller chercher un travail et puis un logement. Donc il faut aussi apprendre à avoir un cadre, se lever le matin, se mettre dans une démarche dynamique. Et donc du coup, c'est des jeunes qui sont amenés à participer à des ateliers chaque semaine, à venir faire leur démarche avec les ordinateurs qui sont à disposition. Et puis les bénévoles qui sont présents aussi pour organiser des activités, que ce soit plus ou moins ludiques ou des activités pour les aider dans leur démarche administrative. Mais donc jamais de contact avec les parents. À un moment donné, vous ne retournez pas vers les parents pour dire voilà, ça pourrait peut-être s'arranger, faites pas de ce genre. Alors, nous, au refuge, c'est pas notre cœur d'action. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui s'occupent de faire la médiation familiale avec les familles. Nous, c'est pas le cas. Généralement, les jeunes arrivent au refuge, il y a déjà cette rupture qui est effectuée avec la famille. Par contre, ça arrive que des jeunes soient encore en contact avec certaines personnes dans leur entourage et puis qu'ensuite ils renouent des liens. Mais quand on arrive au refuge, généralement, c'est que la situation est critique et urgente. Et la plupart du temps, c'est parce que la situation est rompue. On va parler d'autres actions possibles, notamment avec Roméo. J'aimerais bien qu'on dise un petit mot sur ce que vous faites. Vous avez contribué largement à créer ce qu'on appelle un fonds d'histoire. Alors expliquez-nous à quoi ça sert. Il se trouve à Lyon, c'est ça? En fait, on a remis en place au centre LGBTI de Lyon la bibliothèque du centre, en fait, qui contient des ouvrages de 2 associations historiques de Lyon, qui sont Aris et le Forum Gay et Lesbien. Donc, on les a mis à disposition dans le centre LGBT. Donc maintenant, tout le monde peut venir les consulter. Et justement, c'est une mine d'informations sur les cultures queer, LGBT, du coup trans, avec le rapport d'SOS qui est aussi là-bas. Et donc voilà, ça c'est à disposition du public. C'est pas juste parce que vous êtes un amoureux de l'histoire et de ces sujets. À quoi ça sert? Il y a une idée concrète derrière. C'est avec la connaissance, c'est en s'intéressant à l'autre, en partageant toutes ces connaissances, qu'on peut arriver à avancer ensemble dans une société. Le rejet, c'est l'ignorance, donc je pense que c'est vraiment... l'éducation, c'est par là qu'on apporte... C'est-à-dire que l'idée, c'est que, par exemple, les parents, dont on parlait avec Julie, pourraient consulter ces documents pour mieux comprendre? Bien sûr. Et il y a la PGL, qui est une association de parents dont les enfants sont donc LGBT, qui fait partie du centre LGBT. Et donc, oui, ces parents peuvent venir consulter. Tout le monde peut venir consulter. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous ne seriez pas en train de créer une nouvelle culture, celle que vous dénonciez tout à l'heure, pour essayer de faire évoluer les choses? Un travail de fond, ça? Est-ce qu'on crée une nouvelle culture? Juliette, n'hésitez pas. Elle existe déjà pour moi. Enfin, c'est des ouvrages qui ont déjà été la diffuser en tout cas. C'est plus de garder une mémoire en fait. Parce que ces ouvrages ont tendance à disparaître. On l'a vu à Paris où il y a eu énormément d'associations qui se sont battues pour justement garder. Tu connais sûrement mieux le sujet que moi, mais je pense que c'est important que ces documents-là, et que ce soit des livres ou des films ou des peintures ou des choses faites par des artistes homosexuels qui ont tendance à disparaître, c'est important de les garder. Voilà, on fait ça parce qu'aujourd'hui, dans les archives institutionnelles, c'est-à-dire les archives départementales, les archives municipales, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous allez aux archives départementales du Rhône, vous cherchez des documents sur l'épidémie de sida, qui a été très importante, vous n'avez rien. Quand je dis rien, c'est rien. Voilà. Vous avez peut-être un dossier de 15 feuillets, c'est tout. C'est pas parce que ces institutions sont homophobes ou transphobes. Elles l'ont été à un moment, aujourd'hui elles sont plus ouvertes. Mais c'est parce que au moment où ces événements se sont passés, ces institutions ne se sont pas occupées de ces sujets. Parce que c'était pas important pour elles. Et l'idée serait que ça devienne national, ce fonds, si j'ai bien suivi. Non, pas national. C'est. Il faut avoir de l'ambition. Jonas dit si. Il faut que partout où il y a des personnes qui ont quelque chose à raconter, qui ont une trace à laisser, il faut qu'elles sachent que ces traces sont importantes. Donc il faut qu'elles gardent
du papier, Des tracts, des tracts, des choses enfin, comme ça. voilà, Mm. et qu'après, il y a plusieurs solutions pour sauvegarder ça, mais après, on n'est pas là pour tout Il est mettre aussi au même modeste. endroit. Mais J'ai que voilà. des gens modestes qui font des choses Non, formidables. c'est pas ça, c'est parce que justement, dans plusieurs villes en France, il y a des mouvements aujourd'hui qui travaillent sur ces thématiques-là. Il y en a à Paris, il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a de partout. Voilà, on est en train d'amener ça, et donc voilà. Donc, Très bien. c'est Il fallait le sujet. dire. Je voudrais avancer sur l'aspect médiatique aussi. On va passer à cet extrait-là tout de suite. Je le dis pour mes amis en régie. On va voir quelque chose qui s'est passé récemment. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, puisqu'il y a un débat autour de ça. Il y a un journaliste récemment qui était amené à commenter des matchs de football sur une autre chaîne. Elle s'appelle Denis Balbir, vous connaissez sans doute, qui s'est exprimé hors antenne. Et ce qu'il a dit hors antenne a été mis sur le web sans qu'il le sache. Il l'a découvert comme nous tous. Et il y a eu un vrai débat. D'abord, je voudrais qu'on revoie ses propos hors antenne. Regardez. Et le stade, quand il est comme ça, c'est fou. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Là. Foiré. Tiens, si tu prends Salzbourg, c'est bien. Hein. Voilà, donc c'était dans le cadre d'un match de l'Europa League, je ne suis pas un spécialiste. Juliette, on a dit que c'était condamnable l'homophobie. Ce genre de propos l'est s'ils sont faits publiquement, là c'était privé. Ce garçon, Denis Balbir, a à la fois été soutenu par certains footballeurs, certains journalistes, et puis aussi s'est fait beaucoup reprendre sur Internet notamment. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'à un moment, on peut comprendre que ça puisse l'échapper, ou est-ce que ce que je dis là est une horreur? Je pense qu'il faut revenir sur le fond finalement de ce qu'il dit. C'est vrai que la forme peut être à discuter, que ce soit en privé ou que ça ait été diffusé contre son insu. Mais ce qui est quand même important, c'est que le terme finalement PD est systématiquement associé à quelque chose de négatif. On parlait tout à l'heure de l'estime de soi, que ce soit chez les personnes trans ou les personnes homosexuelles. La perte de confiance en soi et les taux de suicide qui sont extrêmement élevés chez les adolescents ou même chez les adultes, elle vient du fait que voilà, dans la société, on entend constamment le terme PD, et on le voit quand on va discuter avec des collégiens, des lycéens, c'est un mot qu'ils connaissent que pour dire que quelque chose est nul, quelque chose est complètement dégradant et n'a aucune valeur. Donc une personne qui est finalement homosexuelle, qui va entendre ça, ça peut être dans les vestiaires d'un terrain, d'un match de foot. Ce qu'on appelle l'homophobie ordinaire, c'est ça? C'est une banalisation des termes en fait. Et le fait d'utiliser ce mot comme, voilà, peut-être que... Je ne dis pas que toutes les personnes qui utilisent le mot PD sont homophobes, mais le problème, c'est que d'utiliser ce terme dans ce contexte-là, qui clairement est un contexte, il enchaîne en disant enfoiré, c'est quand même très négatif. Il ne dit pas ça comme ils ont super bien joué, c'est des super PD. C'est toujours négatif, et quand on entend dans une équipe de foot où voilà, l'entraîneur ou le coach va dire t'as joué comme un PD parce que t'as mal joué, l'enfant, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 28 ans, qu'il ait 38 ans, il va se dire être PD, c'est quelque chose de nul, et il va finir par se convaincre que lui-même ne vaut pas la peine d'exister, et on en arrive pas toujours à des tentatives de suicide, mais la confiance en soi, elle n'est sûrement pas aidée par ce genre de propos, surtout quand c'est médiatisé. Et puis ça construit aussi des représentations, parce qu'on parle de l'impact que ça peut avoir sur les individus qui sont autour et qui entendent ces insultes, mais tout simplement aussi dans les représentations de tout le monde au sein de la société. PD, ça renvoie encore à quelqu'un de pas courageux, à quelqu'un qui fait mal les choses. Et donc, je dis toujours que l'homophobie, c'est pas que des agressions, que des violences physiques ou verbales, c'est plus subtil. C'est-à-dire que ça donne de la force après aux actes. Dans toutes les représentations, les petites choses qui sont disséminées par-ci, par-là, les petits PD lâchés sans faire attention, que ce soit en off ou entre amis ou sur un match de foot ou autre, c'est des choses qui construisent plein de représentations et qui font que on en arrive par la suite à des conséquences plus graves, que ce soit le rejet, l'exclusion ou les agressions. Alors, on juge personne ici, donc je ne suis pas là pour ça. Je veux dire qu'il s'est aussi excusé. Hein, ça fait partie aussi de cette histoire. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est dommage que finalement ce soit un mot qui soit associé. Mais c'est vrai que les médias ont un rôle, et de plus en plus dans les séries, dans la preuve avec Plus belle la vie. Mais on a une représentation qui est de plus en plus positive pour les personnes homosexuelles ou les personnes trans. Donc il faut quand même être vigilant sur les termes qui sont employés, où systématiquement les personnes sont moquées ou ridiculisées. Alors il y a un autre médium sur lequel on se défoule beaucoup. On l'a dit au début de l'émission, c'est Internet. Ouais. Je propose de revoir un extrait du documentaire où on voit que Mehdi, qui fait partie du refuge à Lyon d'ailleurs, parce qu'on l'a croisé quand on est venu préparer l'émission, qui encadre les jeunes, en tout cas qui les accompagne, explique comment lui, il s'est un petit peu attaqué aux actes LGBT-phobes sur Internet. On le réécoute. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait suspendre un compte sur Twitter qui était important, 110 000 personnes qui le suivaient. Il avait dit en gros... donnez-moi une AK-47, 2 chargeurs,
mettez-moi Daesh et les 5 gays des One Direction dans une salle, je tire sur les 5 PD, je m'en fous. J'ai fait suspendre le compte. J'ai reçu un nombre d'injures, mais ça se compte par milliers. Messages privés, mails, mais un nombre pas possible. Avec des menaces de mort, des photos de décapitation. Des gens s'amusent à prendre ma photo personnelle et mettre... Bref, c'est une catastrophe. Et l'argument numéro 1 que j'ai pu lire partout dans les réactions, vous êtes des débiles, bande de PD, c'est de l'humour, c'est du second degré, vous voyez pas l'hyperbole, etc. Non, moi, je te dis, mais je vois pas d'humour là-dedans, je vois pas d'hyperbole non plus. Julie, j'imagine que vous défendez l'action de votre camarade Mehdi. Je vais peut-être demander à Juliette, du coup, qui connaît un peu moins. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut être vigilant et malheureusement, le fait de... Vous avez ce qu'on appelle les biches, comment ça s'appelle, qui surveillent Internet, j'ai vu ça sur votre site. Oui, on a une commission qui s'occupe du coup de relever et de... Les biches du net, ça s'appelle. C'est ça, exactement. Ouais. Mais je pense que d'autres associations le font aussi. C'est important d'être vigilant et dès qu'on voit des commentaires homophobes ou que ce soit des menaces de mort ou des insultes, c'est important de faire fermer les comptes ou tout simplement le révéler. Pour éviter la banalisation au final. Vous disiez, Jonas, quand vous avez eu, on va le dire en quelques mots, mais quand vous avez eu ce rôle de trans dans cette série Plus belle la vie, que vous étiez content parce que c'est la première fois qu'on fait jouer un rôle de trans par un trans, et que c'était important. Donc pour vous aussi, c'est important ce qui se passe sur alors la télé, les réseaux et la manière dont on en parle. Après, il faut toujours prendre les choses dans leur contexte. C'est souvent ce qu'on ne fait pas. C'est qu'on sort tout du contexte et ce présentateur télé, ouais, il l'a dit comme une insulte, mais comme on peut dire, putain, ces pauvres cons, là, ils ont mal joué. Et justement, le problème, c'est pas qu'il est sorti PD, pour moi. C'est que PD soit une insulte aujourd'hui. En soi, la pédérastie, c'est quoi ? C'est une manière de vivre vieille comme la Grèce antique. Et aujourd'hui, on polémique sur ça, mais je trouve ça assez aberrant. Mais par contre, ce qu'on voit dans l'extrait de Mehdi, là, oui, clairement, c'est de l'homophobie. Et non, il n'y a pas d'humour, non, il n'y a pas d'hyperbole, que ce soit petit ou grand bol, il n'y en a pas. C'est assez déconcertant déjà de se dire qu'il y a un type qui a un compte Twitter, il s'en sert pour dire ça, et en plus de ça, il revient. Après, il dit non, mais c'était de l'humour. Non, là, c'est de l'homophobie, et là, en effet, pour moi, ouais, il faut sévir jusqu'à... La prison, ça marche pas. Les sous, quand on dit 45 000 euros... pour les amendes. Bizarrement, il y a moins de problèmes en Suisse parce que justement, chaque chose que tu fais, l'amende, elle est bien salée. Tu craches un chewing-gum, 300 €. Allez, hop. Donc, on fait ça. T'as dit un truc homophobe, il n'y a pas de problème. 45 000. Allez, raboule. Croyez-moi que le type, il recommencera plus. Bon, c'est un point de vue. Alors, avant qu'on termine l'émission, je voudrais qu'on parle aussi, c'est très important, de vos démarches. Je perds par Juliette, vos démarches, vous faites à peu près la même chose. Hein. Ce qu'on appelle des interventions en milieu scolaire. Ouais. Voilà, c'est ça. Comment ça fonctionne ? Allez-y, Juliette. On a du coup les deux associations ont un agrément de l'éducation nationale, donc on intervient de la 4e jusqu'à la terminale. C'est des interventions qui durent 2 heures. Vous y allez, vous êtes invité ou vous imposez ? Ça peut être le proviseur, ça peut être l'infirmière, c'est quelqu'un de l'établissement qui fait appel à nous. Et ensuite, nous, en fonction du nombre de bénévoles qu'on a, donc on ne peut pas forcément toujours y répondre puisqu'on a de plus en plus de demandes. Dans le rapport ou dans les chiffres, on a 30% d'augmentation tous les ans à peu près dans le nombre de demandes. Donc les demandes des lycées viennent de plus en plus. C'est un cours ? C'est pas un cours. On essaye justement de ne pas imposer un point de vue. On essaye qu'eux discutent entre eux. L'idée, c'est vraiment de leur expliquer les termes déjà dans un premier temps. On explique toutes les discriminations. On arrive à la conclusion qu'il n'y a aucune discrimination qui est plus importante qu'une autre. De faire une insulte homophobe, c'est la même chose que de faire une insulte raciste ou antisémite. Aux yeux de la loi, en tout cas pénalement, elles sont punies de la même manière. Et on en arrive ensuite à parler du sexisme, de l'homophobie. Et on essaie de déconstruire les stéréotypes, les insultes. Et le débat, en fonction des classes, en fonction des collèges, des lycées, ne prend pas forcément toujours la même direction. Mais c'est vraiment un échange. On n'est pas sous forme de classe, on n'a pas un tableau. On essaye vraiment d'échanger avec eux et de comprendre leur point de vue et que eux finalement se contredisent entre eux. En fait, c'est souvent entre camarades qui vont pas être d'accord et ils vont discuter. On est là plus pour alimenter le... Un petit mot supplémentaire, Julie, sur cette démarche qui est très belle et qui est très importante dans ce que disait Roméo tout à l'heure, c'est l'éducation, quoi. Oui, complètement. Je pense que
plus qu'un cours descendant ou qu'une explication d'un maître à l'élève, le plus intéressant, c'est ce que dit Juliette, c'est d'être dans l'interaction avec les élèves et de les faire dire eux-mêmes ce qui peut être intéressant de sortir. C'est-à-dire que quand le leader de la classe va avoir un propos homophobe ou autre, et puis au final que c'est ses amis qui vont le faire changer d'avis, ce sera beaucoup plus intéressant que si c'est nous qui le reprenons. Oui. Donc nous, on est simplement là pour animer les choses, leur apporter quelques clés de compréhension, quelques outils, et puis on espère que ça peut faire... au moins une fois dans leur vie, entendre un discours qui peut être différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Je précise que sur le site de SOS Homophobie, il y a une petite vidéo où on voit les petits papiers que vous collectez puisque vous demandez aux élèves de poser des questions ou de faire une remarque. Oui. Et cette vidéo, c'est juste les petits papiers qui défilent. Oui. Et elle est très instructive. Voilà, je le dis, il faut aller le voir sur votre site. Dernier extrait du documentaire, on va essayer d'en parler en 1 minute. Il concerne le coming out. Il faudrait quand même qu'on en dise un petit mot parce que dans ce qu'on peut faire, c'est peut-être agir soi-même. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Alors, il y a un début de réponse dans le documentaire, regardez. Des collègues enseignants, par exemple, à l'université, comment tu as fait pour le dire à tes parents? Ils me disaient, ah mais moi je ne l'ai pas dit. Mais je dis, mais attends, tu as 40 ans, tu es enseignant, et quand tu vas avec ton copain chez tes parents à Noël, qu'est-ce que tu dis? Ah mais il me dit, mais je ne le dis pas. Voilà. Quand on ne le dit pas, c'est que ça n'existe pas. Le coming out, oui, le terme à la mode, etc., bien sûr que non, que c'est pas obligatoire. Bien sûr que non. Chacun sent les choses. Et ce qu'il faut sentir surtout, c'est la faculté des personnes en face de l'entendre. Voilà. Allez, Julie, un petit mot là-dessus. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Après, c'est libre à chacun, mais moi, personnellement, je pense qu'il faut le dire et que c'est important de montrer aux autres que ça n'arrive pas qu'aux folles qu'on voit à la télé pendant les émissions sur la Gay Pride. En fait, l'idée, c'est de dire que tout le monde peut connaître dans son entourage une personne homosexuelle ou trans, mais le fait de le dire, ça permet de tout simplement le rendre visible, ce qui ne l'est pas, et de créer des identifications pour les autres. C'est plus facile quand quelqu'un dans notre entourage a déjà fait un coming out de le faire, parce qu'on voit aussi déjà les réactions, on peut s'identifier et voir que la vie peut continuer. Merci. Avant de se quitter, désolé, il nous reste très peu de temps, Juliette. Votre association est très active. Est-ce que vous avez des messages à faire passer de manière assez courte? Très rapidement, du coup, donc le rapport 2018 va sortir le 17 bientôt. Mai prochain. Les prochaines revendications dans les mois qui viennent, les débats sur les lois bioéthiques sont en train de se terminer. Donc on est évidemment pour une PMA pour toute personne en âge de procréer, que ce soit au niveau sécurité sanitaire, en tout cas ce sera dans les mêmes conditions, filiation automatique, et l'accès au don du sang pour tout le monde, et la poursuite de simplification du changement d'état civil pour les personnes trans, que ce soit libre et gratuit. On va afficher vos numéros de téléphone pour vos sites, etc., pour que les gens puissent s'y retrouver. Un petit mot sur la semaine que vous lancez à partir de ce soir, qui commence aujourd'hui. Exactement. C'est la semaine nationale. Donc l'ensemble des délégations en France organisent divers événements dans toute la France. On peut retrouver le programme sur le site internet du refuge. Et à Lyon, on organise un vernissage à la commune mercredi et une conférence le jeudi. Jonas, en 30 secondes, des projets? Écoutez, j'espère retourner dans Plus belle la vie prochainement. Ouais. C'est prévu un petit peu, hein? On peut le dire, on n'a pas le droit. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop de nouvelles. Puis sinon, je serai à Nancy, justement le jeudi, le 17 mai, pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, pour justement en parler un peu et faire avancer un peu les choses, quoi. Donner de la visibilité positive et pour que les mœurs se changent, tout simplement. Jonas, je vous le dis, qui préparait un peu l'émission avec moi, est un cœur, et c'est surtout un artiste et un fou de cinéma qui a beaucoup de talent et dont on reparlera, j'en suis sûr. Encore une fois, merci Roméo, longue vie au fond, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci de votre fidélité. À bientôt sur France 3, bonne soirée.